Depuis 2011, je pratique la négociation quasiment quotidiennement. Dans cette vidéo, je reviens sur tout mon parcours de négociateur professionnel, depuis mes tout débuts, où j'y connaissais vraiment pas grand chose en négociation, jusqu'à aujourd'hui où j'en ai fait mon métier et où je négocie pour moi, pour mes clients, et où je partage régulièrement sur les réseaux des astuces et des techniques sur la négociation. Et je ferai en sorte de vous rajouter pour chacune de ces expériences des anecdotes croustillantes de négociation que j'ai pu mener. Tout a commencé en mars 2011, où pour la première fois de ma vie, je rentre dans un service achat chez L'Oréal. Donc je suis en stage de fin d'études, et j'ai postulé chez L'Oréal pour faire un stage dans les achats, et j'ai la chance de rejoindre une équipe d'achat de sous-traitance. L'Oréal a staffé ses achats depuis quelques années. Il y avait à l'époque 6 grands services achats pour tout ce qui est articles de conditionnement, donc les packaging, pour tout ce qui est matières premières, donc c'est ce qui fait le produit, pour la partie sous-traitance, les indirects, la PLV promo, donc c'est tout ce qui est marketing dans les boutiques, et puis il y avait encore les achats de matériaux pour les usines, donc les grands outils de fabrication. Moi je suis dans la partie achat de sous-traitance. Donc la sous-traitance chez L'Oréal à l'époque, c'est de signer des contrats avec des prestataires, donc des entreprises de conditionnement ou de fabrication de produits, quand les usines L'Oréal ne peuvent pas ou ne veulent pas produire en interne les produits. Un exemple, on doit sortir ce nouveau flacon de parfum. Malheureusement, il n'y a pas assez d'unités pour que ce soit rentable sur notre ligne qui est très automatisée. On fait appel à un sous-traitant. Et donc, entre l'usine et le sous-traitant, il y avait le service achat qui devait gérer la partie appel d'offres, gérer aussi la partie gestion du panel fournisseur, la partie relations fournisseurs, la partie négociation. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à des négociations. Ce qui m'a marqué dans ces cas-là, c'est que L'Oréal était souvent dans une position assez confortable, dans le sens où les sous-traitants avaient absolument envie de travailler avec L'Oréal. Ça fait partie des grands noms, c'est le leader incontesté dans la cosmétique. Donc chaque sous-traitant proche des usines, en tout cas sur les familles que moi je gérais, voulait travailler pour L'Oréal. Par contre, très souvent, quand on avait des urgences ou des retards, on pouvait être prêt à accepter beaucoup de choses, et donc le rapport de force pouvait s'équilibrer. Ce que j'ai appris quand j'étais chez L'Oréal, c'est surtout qu'en négociation, on va pas forcément aller chercher que le prix. À l'époque, on parlait de 5 grands piliers de la performance, donc il y avait le prix, il y avait la qualité, il y avait le délai, il y avait la sustainability et puis l'innovation. Et ça m'est déjà arrivé d'attribuer des marchés à des fournisseurs qui n'étaient pas forcément les moins chers, mais par contre qui avaient fait la meilleure offre par rapport à ces 5 critères-là. Avant d'arriver chez L'Oréal, pour moi, un négociateur, un acheteur, c'était juste quelqu'un qui achetait au meilleur prix. Ça m'a permis de comprendre un petit peu la subtilité, et surtout, j'ai compris aussi qu'en tant que négociateur, en tant qu'acheteur, c'est très important de bien connaître son panel fournisseur, de bien connaître aussi le marché. C'est-à-dire que si on me disait à l'époque, je dois fabriquer ce produit-là, c'est un pot de tant de millilitres pour une crème visage, et puis j'en ai tant d'unités avec, il y a une étiquette à mettre dessus, dessous, puis après il faut faire un sleeve avec un carton, une notice, j'en sais rien. Je pouvais à peu près estimer le prix parce que je connaissais le marché fournisseur, je connaissais les équipements des fournisseurs, et je pouvais facilement avoir une bonne idée de combien ça allait coûter. C'est là-bas que j'ai eu mes premières formations concrètes sur qu'est-ce que c'est que les achats, qu'est-ce que c'est que la négociation, quelles sont les premières techniques, mais c'est surtout là-bas que j'ai pu assister à des grosses négociations, d'abord en tant que stagiaire, donc là où je disais pas grand-chose, puis après en tant qu'acheteur où je participais à la négociation. Et le fait d'observer des bons négociateurs, ça apporte beaucoup de choses pour progresser. Je me rappelle notamment une fois d'une négociation qui était particulièrement intéressante. On avait pour notre usine d'Italie un gros besoin sur la production de shampoing parce que justement il y avait eu un problème sur la ligne et on avait un certain nombre d'unités, on va dire 1 million d'unités à sortir très très vite en sous-traitance. Et malheureusement, comme c'était prévu en interne, le prix devait être très très bas pour être presque équivalent au prix de l'usine. Sauf que les usines L'Oréal sont très automatisées, donc les prix sont très bas. Quand on a fait appel à un sous-traitant pour nous aider là-dessus, il fallait qu'il ait la capacité disponible très vite, il fallait qu'il ait la capacité technique de faire le produit, et il fallait qu'il ait un prix qui soit assez raisonnable par rapport à ce qu'on voulait. Mais dans ces cas-là, c'était presque la mise à disposition des pièces qui était plus importante que le prix. On a eu plusieurs étapes de négociation, donc d'abord on a fait un premier appel d'offres à plusieurs fournisseurs pour savoir si c'était possible de nous dépanner et quel serait leur prix. Ensuite on a sélectionné 2 ou 3, on a retravaillé un peu leur offre, et il y en a un avec qui on allait assez loin dans le process, et lors d'un rendez-vous de négociation qui s'est passé à Paris, les équipes commerciales et techniques du fournisseur sont venues nous voir pour discuter, et là j'ai assisté à quelque chose d'absolument incroyable en négo, c'est que, imaginons qu'on avait un prix objectif de 1 euro pièce, ça on l'avait pas dit aux fournisseurs qu'on avait ce prix objectif de 1 euro pièce, eux imaginons ils nous avaient fait un premier prix à 1,04 €. Donc on avait fait baisser un petit peu, on est arrivé à je sais pas 0,99, et puis on avait continué à discuter, on est arrivé à 1,01 €, on avait continué à discuter le prix, et puis à la fin des discussions, des rendez-vous, on est allé vraiment dans le détail de comment était organisée la chaîne de production, combien il y avait de personnes sur la ligne, quelles étaient les cadences, comment ils avaient prévu de fabriquer et tout ça, on avait vraiment tout optimisé ce qu'on pouvait, et à la fin ils nous avaient fait un prix en disant voilà, je sais pas, le meilleur prix qu'on pourrait vous faire c'est vraiment 96 centimes. Voilà. Là, la personne, l'acheteur en question, donc le responsable d'achat en question, avait dit ok, donc vous pouvez faire 96 centimes pour ce produit-là, vous me confirmez 96 centimes par pièce? Oui, c'est bien ça et tout. Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais vous payer 1 € par pièce, donc
à peu près 4-5% plus cher que ce que vous pouvez faire. Je vous donne un peu plus par pièce. Par contre, je veux aucun retard sur la production, je veux aucun défaut qualité et je veux, je sais plus ce qu'il avait négocié en plus, mais en gros, il avait accepté de dire ok, on va demander au fournisseur de faire le meilleur prix et malgré ce meilleur prix, ils auraient pu accepter à 0,96, mais malgré ce meilleur prix, on va lui donner un petit peu plus et en échange, on va aller négocier d'autres choses, on va négocier des engagements sur la qualité, sur les délais. Et j'avais trouvé ça complètement incroyable parce que je trouvais que c'était une façon de voir les choses qui était déjà hyper professionnelle parce qu'on est allé vraiment dans le détail de l'offre du fournisseur puis on l'avait optimisé au maximum. Et ensuite, on avait mis en avant les éléments qui étaient réellement importants pour nous. Après environ 4-5 ans chez L'Oréal, fin 2015, je suis parti en Suisse pour rejoindre un site de production d'une entreprise qui s'appelait Galderma, qui appartenait à l'époque à Nestlé. Et cette entreprise-là, elle fabrique des produits pour la peau, donc de dermatologie, donc ça ressemblait un petit peu à ce que je faisais chez L'Oréal, sauf que là, j'allais devenir acheteur matières premières. Donc la différence par rapport à L'Oréal, c'est que autant chez L'Oréal, j'allais voir des sous-traitants où j'étais plutôt un gros acteur dans leur chiffre d'affaires et j'avais un rapport de force plutôt positif pour moi, autant dans le cadre de l'achat de matières premières en Suisse, je suis un tout petit acteur qui va négocier avec des grands noms de la chimie, des BASF, des Symrise, des Lonza, des gens qui me connaissent même pas, qui savent même pas quelle est mon entreprise. Certes, si je dis Nestlé, ça va leur parler, mais moi j'achetais pas des produits que Nestlé achète habituellement, c'est pas des choses qui vont dans l'alimentaire, c'est des choses pour la cosmétique, donc c'est des tensioactifs, c'est des lubrifiants, c'est des surfactants, c'est des filtres solaires. Et donc là, quand moi j'appelle pour négocier des prix, souvent j'ai même pas le fournisseur initial, j'ai que un intermédiaire et puis je ne peux que accepter leurs conditions. Et ça m'était arrivé d'avoir des cas où on me dit, bah voilà, aujourd'hui vous achetez cette matière par seau de 20 kg puis vous la payez, je sais pas, 100 € le kilo, et bah à partir de demain, ce sera plus 20 kg, ce sera par 2 tonnes, et puis bah c'est pas discutable, parce que maintenant le grand client il fait ça, donc maintenant nous aussi on fait par 2 tonnes, et donc on vous livrera par espèce de gros qubit de tonnes, et ce sera 200 €, donc ce sera x2, et en plus ce sera beaucoup plus gros. Et le problème c'est qu'on était très souvent monosourcé, ça veut dire qu'on avait qu'un seul fournisseur pour cette matière-là, et donc on pouvait pas dire non. Donc dans ces cas-là, on essayait de trouver d'autres alternatives, peut-être essayer de faire un effet de levier avec d'autres sites de production de l'entreprise Galderma où j'étais, ou bien des sites de production de Nestlé qui utilisaient aussi la matière. On essayait de se renforcer un petit peu en termes de force d'impact et d'impact pour le fournisseur pour avoir un peu plus de poids dans la discussion. Cette étape de mon parcours, elle a été assez importante pour moi parce que après avoir fait 4 ans où j'étais plutôt au siège, certes je travaillais pas mal avec les usines et les sous-traitants, là je suis arrivé sur un site de production. Et les problématiques d'un acheteur sur un site de production sont très différentes dans la mesure où on est vraiment confronté au quotidien d'un site de production. Donc s'il y a un arrêt de la production parce qu'il manque une matière première, on est alerté. Si la recherche et développement a besoin d'une matière première très rapidement, on est alerté. Donc on est vraiment dans le quotidien et on a plus cette routine quasiment quotidienne de quel a été le résultat de la journée d'avant, est-ce qu'il y a eu des retards, est-ce qu'il y a eu des problèmes de livraison, est-ce qu'il y a eu des soucis d'approvisionnement, est-ce qu'il y a eu des soucis qualité sur les matières. On peut beaucoup plus aller se balader aussi sur les lignes de production ou bien dans les entrepôts pour comprendre un petit peu comment c'est fait, quels sont les types de stockage et tout ça. Et aussi c'était en Suisse allemande, donc ça m'a permis de progresser en allemand et de découvrir la culture suisse et la culture suisse allemande. Suite à ça, j'ai pris une petite pause pour voyager puis lancer un projet perso autour du voyage et j'ai ensuite rejoint un cabinet d'achat et de performance industrielle où on était consultant pour des entreprises qui nous prenaient pour notre expertise en achat et en logistique. Et là, ça m'a permis de toucher à plein de domaines particuliers. Je vais vous détailler un petit peu après des missions que j'ai pu faire, mais ce qui m'a beaucoup appris dans cette expérience-là, c'est le fait de se dire que quel que soit le type de marché qu'on va faire, qu'on va aller négocier pour des fabricants de chaudières, pour des bracelets en croco pour des montres de luxe, qu'on aille négocier pour des bâtiments en bois, qu'on aille négocier pour de la pharma, du médical, pour des outils qui permettent d'ouvrir le crâne ou de creuser dans la narine, que ce soit pour un fabricant de parfum, quel que soit le domaine qu'on va attaquer, on va toujours avoir les mêmes principes, les mêmes fondamentaux, les mêmes techniques, les mêmes stratégies. Et certes, ça va s'ajuster en fonction du type de bien qu'on va acheter, en fonction du profil du fournisseur, du profil du client, mais les qualités, les techniques, les stratégies, les savoir-faire en tant qu'acheteur, en tant que négociateur, elles peuvent s'appliquer absolument partout. Et donc là, j'ai travaillé par exemple pour Piaget, une maison d'horlogerie en Suisse, j'ai travaillé pour Bulgari Parfum, j'ai travaillé pour Noroto sur un de leurs produits qui voulait potentiellement rapatrier en France, j'ai travaillé pour des acteurs de la construction, j'ai travaillé pour le groupe Atlantique, qui est un gros acteur en France du chauffage et des chauffe-eau, des chaudières, pour lesquels on a créé un parcours entier de formation sur les achats indirects et sur la négociation pour aller former les différentes personnes sur les sites à quelques principes achats. J'ai travaillé pour différentes PME en Suisse dans des secteurs très particuliers comme le médical, comme la pharma. Et c'était aussi la première fois que j'ai négocié pour ma partie, pour la partie perso. C'est la première fois que je demande à un employeur de travailler que à 80% par rapport à 100% que j'avais jusqu'à maintenant, parce que j'avais eu un enfant et que je voulais toujours garder une journée pour lui par semaine. On a aussi négocié un salaire assez particulier parce qu'au début j'avais encore une partie de chômage que je touchais, donc une partie de mon salaire était compensée par le chômage et puis le salaire allait être augmenté en fonction des résultats qu'on allait avoir. J'avais aussi négocié du variable. Ensuite, il y a une entreprise d'actionnaires qui s'est créée dans laquelle j'ai pris des parts. Pour la première fois en tant que salarié dans une entreprise, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi négocier pour soi, pour se faire des conditions sur mesure. Il y avait aussi du home office, de la prise en charge des frais. Ça m'a ouvert le champ des possibles sur ce qu'on pouvait faire professionnellement. Et c'est justement en parallèle de cette activité-là que j'ai lancé mon activité privée en tant qu'indépendant sur la négociation et que j'ai lancé cette chaîne YouTube en mars 2020. Et très vite, j'ai commencé à travailler pour des clients. J'ai eu l'entreprise Miro qui m'a contacté, qui est une des plus grosses startups françaises puis
qui avaient des sujets de litige de contrat à régler pour lesquels j'ai négocié pour eux. J'ai ensuite accompagné beaucoup de futurs entrepreneurs à négocier une bonne rupture conventionnelle pour avoir un départ à l'amiable avec leur patron et pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat le plus sereinement possible. J'ai négocié pour des particuliers dans l'immobilier. J'ai aidé des entreprises à négocier des contrats ou des devis. Plus récemment, j'ai formé des équipes à la négociation lors d'ateliers en présentiel. Je suis allé chez Clédy, je suis allé chez Cali Group, je suis allé chez Jet Aviation à Bâle pour former des acheteurs dans l'aéronautique à comment mieux utiliser la négociation au quotidien. Je suis allé dans une entreprise de peinture industrielle à Paris. Je suis allé dans une autre maison de haute horlogerie dont je peux malheureusement pas prononcer le nom. Et de nouveau, je me suis rendu compte que la compétence de la négociation et du fait d'utiliser cette compétence pour signer des meilleurs contrats, des meilleurs deals, ça pouvait s'appliquer absolument partout. Ça peut être dans les négociations salariales dans les entreprises pour les patrons, ça peut être dans les négociations de deals, de devis, dans les négociations commerciales, ça peut être juste sur de la formation, ça peut être sur du coaching, ça peut être sur de l'accompagnement. Et une anecdote assez marrante, c'est que depuis que je suis officiellement affiché comme négociateur professionnel sur les réseaux sociaux, les gens ont très souvent envie de négocier avec moi. Souvent par pur principe de négocier avec un négociateur. Alors parfois ça me fait rire, parfois je refuse catégoriquement, mais souvent quand on veut négocier avec moi, j'accepte la négociation parce que c'est la première chose que je dis, c'est que tout est négociable, mais je défends aussi mes intérêts. Et c'est très rare que pour une offre que je laisse identique, j'accepte de baisser mon prix ou de baisser mes conditions. Très souvent, je vais adapter mon offre. Par exemple, récemment pour une cliente, elle m'avait demandé un accompagnement pour de la négo sur plusieurs sujets très stratégiques. Je lui ai fait mon offre plutôt pour 2-3 mois avec un accès à mon WhatsApp, avec un suivi régulier, de l'aide pour préparer les négociations et potentiellement les mener à sa place. Et en fait, finalement, elle voulait juste une journée ponctuelle, donc j'ai accepté de baisser mon prix, mais parce que l'offre était complètement différente. Je suis juste allé dans son entreprise une journée et puis je l'ai aidé à négocier. D'ailleurs, on avait gagné 30 000 € sur une journée. Ou bien, dans un autre cas, je voulais aller faire une journée de formation. On m'a demandé de baisser le devis parce que c'était un peu trop cher par rapport à ce que pouvait se permettre cette entreprise qui était une petite entreprise. Mais en échange, j'ai demandé des avis Google, j'ai demandé un témoignage vidéo et le fait de faire cette formation avec un prix un petit peu amélioré, ça m'a permis d'avoir après une autre personne qui m'a contacté pour aussi me prendre comme formateur dans son entreprise. Si j'avais dit non bêtement et simplement dès le début, j'aurais pas forcément pu faire cette formation et donc la deuxième. Donc le fait de vous enseigner ce que c'est que la négociation et de vous aider à être des meilleurs négociateurs pour signer des meilleurs deals avec des meilleures conditions, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que la négociation, ça peut servir partout, ça peut servir tout le temps. Et parfois, c'est même plutôt juste une question d'audace. Et d'ailleurs, c'est l'audace qui m'avait permis de travailler avec Oussama Ammar, l'entrepreneur décrié sur les réseaux sociaux, mais avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer. J'avais tout raconté dans cette vidéo. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!